Depuis que Livy était arrivée dans cette ville, une semaine auparavant, elle n'avait pas quitté une seule fois les appartements des jumeaux. Ils avaient jugé préférable qu'elle reste pendant quelques jours à l'abri des regards et de la curiosité insatiable des Stirlians. Elle avait eu le temps d'observer les lieux. Surtout les pièces principales, elle n'était pas rentrée dans leur chambre. L'agencement était sommaire, pourvoyant à l'essentiel. Les seules touches personnelles étaient les tableaux exposés sur les murs. Il y en avait 4. 3 d'entre eux représentaient des paysages, mais un quatrième avait attiré son attention. C'était le portrait d'une Cyrlia. Elle avait été représentée assise, les mains croisées devant elle, la tête tournée légèrement à droite, un petit sourire en coin. Elle était vêtue d'une tunique blanche brodée du même bleu que sa peau. Ses cheveux d'ébène, libres, avaient été passés derrière ses longues oreilles, encadrant ses épaules. Où qu'elle se déplace, elle gardait cette impression que l'Elfette l'observait. Et la beauté de ses yeux n'enlevait rien à la sensation. Le peintre avait réussi à conserver leur apparence quasi lunaire, chatoyant et profond comme Zietla. Ses journées s'étaient écoulées dans la solitude, et seule la venue d'une Cyrlia à la jambe de bois lui apportant son repas le midi cassait cette monotonie. Thérèle avait été soldate. Elle avait perdu sa jambe gauche lors d'une attaque de Dontisi alors qu'elle patrouillait les terres d'Yétier. Depuis, elle était devenue la secrétaire des jumeaux. Elle lui avait avoué se sentir bien plus épanouie dans ce rôle de bureaucrate. Elle lui avait raconté son histoire durant l'un de leurs repas. La Cyrlia avait compris sa méfiance le premier jour et s'était installée avec elle, mangeant dans la même assiette, lui montrant comment utiliser les couverts. Le deuxième jour, la voyant tenter de lire avec difficulté l'un des livres de la bibliothèque, elle lui avait apporté dans l'après-midi des ouvrages imagés destinés à l'apprentissage du Mi'kmaq pour les éléphants, répondant patiemment à ses questions. Les jumeaux n'avaient fait aucun commentaire face aux ouvrages enfantins, et elle avait été surprise au matin du 4e jour de trouver 3 livres au texte simple posés en évidence. Thérèle lui avait expliqué l'agencement de la bâtisse. La partie frontale était dédiée aux affaires d'État, son bureau ainsi que celui des jumeaux directement au pied des escaliers menant à cet étage. Elle lui avoua dans un rire s'occuper de la majorité des tâches administratives des 2 frères, ces derniers préférant l'action à la paperasse. La partie arrière était réservée uniquement aux membres de la famille royale et leurs invités. Le rez-de-chaussée était pour les hôtes de marque, le premier étage pour le roi et le second pour ses fils. Seul ce dernier était cloisonné. La combinaison des deux faisait qu'il y avait des gardes du roi à l'entrée de chaque couloir et passage. L'escalier qu'ils avaient emprunté le premier soir était la seule exception, ce dernier menant directement à l'étage des jumeaux et gardé par des soldats choisis par Lundin. Thérèle avait refusé de répondre à ses interrogations sur le sujet et la condamnation de la partie frontale. Lorsque Livy, accompagnée par Eridani, franchit la porte menant au premier étage, elle fut surprise par l'air frais venant caresser son visage et de se retrouver nez à nez avec des feuilles poussant le long de la rambarde. L'Elfette lui expliqua que le centre avait été aménagé en patio et les fleurs bleues qu'elle voyait étaient produites par un céanote planté par la mère des jumeaux pendant sa grossesse. D'une simple pousse, l'arbre avait cru jusqu'à former une pergola naturelle. Quelques elfes allaient et venaient dans le couloir, saluant au passage d'une inclinaison de la tête l'Elfette l'accompagnant. Thérèle passa à leur côté et les salua avec chaleur. Elle l'avait informé de sa sortie imminente la veille. Et bien qu'elle ressentît leur curiosité, cette fois-ci les Sirlians montrèrent plus de retenue à son égard et restèrent à distance d'elle et sa compagne. Quand elles arrivèrent en bas, Livy se rendit compte que la partie de la bâtisse, où étaient situés les appartements des jumeaux, était montée sur des pilotis et qu'un espace avait été aménagé pour donner directement sur le lac. Le jardin lui-même évoluait pour accompagner le changement entre la terre et les galets. On oublie parfois à quel point ce monde peut être beau, fit Eridani caressant l'une des fleurs du bout des doigts. Le rayon de soleil caressant son visage lui fit une sensation de bouffée d'air frais. Elle avait pris goût à ne plus avoir de mur l'emprisonnant durant leur trajet jusqu'ici. Elles traversèrent le parc séparant la demeure royale de la ville et pénétrèrent dans l'avenue principale, allant jusqu'au port en une grande ligne droite.
Eridani lui raconta qu'à l'origine, le palais était situé au cœur de la ville, mais un grand incendie avait détruit la majorité des infrastructures faites de bois. Lorsque la cité fut reconstruite, le roi avait décidé de faire du lieu de son ancienne résidence le centre vivant du royaume. Depuis, une place s'y tenait. À partir de cette dernière, Toranur avait été séparé en 8 quartiers différents, chacun divisé par une grande avenue, des rangées d'arbres de chaque côté de celle-ci. À l'exception des bâtiments d'utilité publique, toutes les habitations étaient construites sur un étage en colombage, les façades peintes dans différentes couleurs. Le long de chaque maison, les habitants avaient disposé des fleurs, certaines grimpantes jusqu'au toit. Eridani lui expliqua la signification spécifique de certaines plantes et leur réglementation. Le lys pour les bâtiments d'État ou les maisons de hauts servants, le guidéter pour les guérisseurs, le bégonia pour les auberges et tavernes, le tamaris pour les gradés de l'armée. Elles prirent l'avenue allant vers l'ouest, et la Cyrlia la guida à travers les ruelles labyrinthiques, posant la main sur son épaule à chaque fois qu'elle croisait un snéguil vadrouillant dans les rues. Livy vit bien plus de diétiers dans ce quartier. Sa compagne semblait plus détendue en leur présence, et les gens la saluaient avec moins de rigueur qu'au palais. Elles s'approchèrent de 2 elfettes discutant devant une brouette chargée de feuilles. « Eridani, je ne t'attendais plus, » fit une des Cyrlia en la prenant dans ses bras. « Vous devez être Livy. J'ai beaucoup entendu parler de vous. » « Ah, les ragots, comme à leur habitude, ne vous rendent aucunement justice. Talette m'avait prévenu, mais vous êtes bien plus merveilleuse en vrai. »« Liv, je te présente Bélette et sa compagne, Alénia. Bélette n'est pas seulement l'une des effeuilleuses de notre unité, mais aussi la plus grande charmeuse de cette ville. Mes mots sont toujours empreints de vérité, ma chère. Venez donc à l'intérieur, nous serions plus à l'aise pour discuter. » fit-elle en ouvrant la porte d'une maison peinte en vert. « Vous comptez rejoindre notre groupe de parias ?»« Parias » fit Livy, ne comprenant pas ce terme. « Vous savez, cette abomination qui est l'union de combattants elfiques et diétiesques. »« Oh, vous n'êtes pas au courant ? Laissez-moi vous raconter, » fit la Cyrlia tandis qu'elle s'installait autour de la table. « C'était il y a de cela plusieurs siècles, 6 pour être exact. Alors que nous combattions avec grande difficulté les Ladians depuis un centenaire, il faut comprendre ici que nous prenions une raclée, même si peu l'admettent. Lundil et Eridani eurent pour idée de recruter les diétiers pour servir notre cause. Et quel scandale ce fut! Des diétiers! Ces créatures au sang nain, si traîtresses, si méprisables, si... Ah, que de balivernes! Sans eux, nous ne serions plus là aujourd'hui. Ou alors, avec des chaînes et forcés de plier le genou. Rien que l'idée me donnait sueur froide. Bélette fit une pause dans son récit pour leur servir à boire. Ils allèrent à travers bourgs et villages, recrutant en chemin Diétio et Diétia. Ils les ramenèrent en ces terres pures et les formèrent au combat. Ils n'hésitèrent pas à aller dans les bas-fonds et les prisons. Depuis, ils sont notre unité d'élite. Ils sont nos sauveurs et notre seul moyen de défense contre ces barbares de Ladian. Principalement car nos grands chefs n'hésitent aucunement à les sacrifier. « Tu exagères, » fit Eridani en souriant. « Moi? Exagérer? Jamais. Beaucoup se révélèrent dignes de porter nos armes et notre emblème. J'ai eu l'honneur d'être choisi par cette exquise créature à vos côtés pour m'occuper de leur tenue. Nous eûmes nos premières victoires depuis des décennies. Les terres perdues furent reconquises. L'avenir s'avérait de nouveau radieux. Et depuis... Eh bien, depuis les choses n'évoluent plus beaucoup. Quelques combats ici et là, des escarmouches, une ou deux grandes batailles, aucune terre conquise et aucun vainqueur. Cette guerre est sans fin. J'ai toujours dit que tu aurais dû faire du théâtre, fit Alénia. Répéter inlassablement la même chose? Je t'en prie. Rien de valable n'a été écrit depuis des siècles, soupira-t-elle. C'est toujours la même histoire, et le niveau s'est cruellement dégradé. Blabla, Cyrlian, bon, gentil. Blabla, diétier, bouffon.
Blabla, l'adiant monstre assoiffé de sang. Blabla, mort. Blabla, nain qui sort de nulle part. Blabla, on gagne. Merci pour ces leçons d'histoire et de culture très imagées, interrompit Eridani avant de désigner l'étalage de feuilles sur le côté. Le travail avant le plaisir, comme toujours. Avant de commencer, j'aimerais vous poser une question très importante, fit Bellette, le ton grave surprenant Livy. De votre réponse dépendra le résultat de mon labeur, et je veux de l'honnêteté. M'avez-vous comprise? Bien. Aimez-vous les gâteaux? Dans un rire, Alenia déposa sur la table un ensemble de pâtisseries. Après avoir serré Eridani dans ses bras, elle embrassa les feuilleuses sur le front et s'équipa de ses armes avant de quitter la demeure. Bellette la regarda partir et fixa la porte quelques minutes. « Où va-t-elle » demanda Livy. Son unité s'en va patrouiller les frontières sud. Heureusement, j'ai plein de travail qui m'attend pour les 2 prochains mois. Cela m'occupera l'esprit. Cela explique les gâteaux, fit tendrement Eridani. Bellette cuisine toujours beaucoup dans les jours précédant les départs d'Alinia. Suffisamment pour nourrir un régiment entier. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. J'ai particulièrement pensé à toi, Essel. Biscuits aux noisettes et aux amandes comme vous aimez. Ils sont à côté de la porte. Cela me touche, et je suis sûre que ça l'appréciera le geste. Fit la Cyrlia avec la voix enrouée. S'ils n'avaient pas dû être déployés à cause de cette épidémie, ils auraient remarqué votre disparition plus tôt. Quand je pense que Lundy et les Muyennes ne l'ont découvert que quelques jours avant de vous trouver, les pauvres, la torture que cela a dû être. Pourquoi leur lien n'a pas fonctionné? Je ne sais pas, Bellette. Nous ne le saurons jamais, je crains. Fit-elle en croisant le regard d'Olivie, n'ayant pas raté sa crispation au mot torture et lien. Pardonnez-moi. Je doute que vous ayez envie qu'on vous rappelle constamment que... Et mon choix de mots. Je suis maladroite. Tu aurais dû m'arrêter. Et voici, très cher. Il ne faut pas hésiter à me le dire. Il ne faut pas être timide, pas avec moi. Or, je suis bête. On m'avait prévenu pour vos difficultés linguistiques. Mais il semblerait que Thérèse ait pris en main le sujet. Faites-moi confiance. Vous ne pouviez pas rêver d'une meilleure préceptrice. Tu digresses, interrompit Eridani. Si nous en revenions à nos snéguillons. Oui, bien sûr. Mettez-vous debout que je vous observe. Avez-vous des difficultés de mouvement ou sensibilité exacerbée dues à d'anciennes blessures? Pas que je sache, répondit Livy. Je suppose qu'on le découvrira lors des premiers entraînements. J'aurai le temps d'adapter la tenue d'ici là. Qui va vous former? C'est la Hague et moi-même. Oh, vous reprenez la formation des recrues? Non, juste Livy. Vraiment? Vous devez être un oiseau rare. Bien. Concernant la couleur, vous avez une préférence? Je considère qu'un habit se doit de nous représenter, fit Bellette plus sérieusement. On doit se sentir à l'aise dedans, comme une seconde peau. Bien que vous concernant, votre carnation d'albâtre risque d'être problématique. De plus, les fils utilisés peuvent en modifier l'aspect. Donc c'est plus un choix esthétique, plaisant au regard. Qui se soucie de l'esthétique quand on va mourir? Interrogea surprise Livy. Il n'y a pas de raison que tu meurs, intervint sèchement Eridani. Je ne suis pas une elfette, et je doute que les miens soient immortels. Il est sûr que je mourrai un jour. J'espère juste que ce sera rapide ou dans mon sommeil. Et tu auras une longue vie remplie de joie avant. Mon histoire n'a pas commencé ainsi, je ne la vois pas se terminer différemment. Arrête avec ces conneries. Ah, les mortels, intervint Bellette sentant la tension naissante, les invitant à la suivre dans son atelier. Que vous pouvez être morbide par moments.
Pas étonnant que vous ayez des danses macabres entourant vos bâtiments. Et si nous en revenions à nos feuilles? L'Elfette passa le reste de la matinée à lui expliquer comment étaient choisies, traitées et assemblées les différentes feuilles utilisées pour composer une tenue. Elle lui expliqua les forces et faiblesses de l'ensemble, en particulier au niveau des coutures. Le risque d'hémorragie était important en cas de coupure profonde, les végétaux se gorgeant de tout liquide à leur contact. Elle prit le temps de répondre à chacune de ces questions, bien que Livy ait hésité à les formuler de prime abord. Toujours cette impression de paraître stupide. Bellette lui fit une démonstration de la résistance de ces dernières. Prenant une dague, elle poignarda de toutes ses forces la feuille posée devant elle. Le végétal en ressortit indemne. Elle réitéra l'expérience avec d'autres végétaux à différents stades de dessèchement. Les derniers laissèrent des marques de plus en plus profondes sur le plan de travail. Serait-il possible de renforcer la protection sur ses avant-bras? Questionna Eridani. Elle a tendance à les utiliser pour bloquer les coups. Même des lames? Fit surprise Bellette. Cela ne me semble pas judicieux comme technique. On pense que c'est un reliquat de souvenir. Difficile d'aller à l'encontre de notre instinct. Cela devrait être possible, mais je ne peux garantir l'efficacité du procédé. Peut-être du métal serait plus à même de contrer une lame et de protéger l'os. Ce dernier s'ajouterait à la résistance des feuilles. Je veux en parler au forgeron et voir ce qu'on peut faire. Mais cela risque de vous alourdir et vous gêner lors des combats. Je ferai avec, merci. Mais pourquoi ne mélangez-vous pas les deux, notamment pour les coutures? Mélanger? Vous voulez dire comme les Ladiens? Ma chère, nous cherchons à reproduire un tel savoir depuis des siècles. Comment pouvez-vous connaître ce système? Je pensais que vous n'étiez pas d'ici. Livy commença avec inquiétude Eridani. Je sais faire la différence entre une question posée par curiosité et par intrigue, intervint doucement Bellette. Laisse-la donc parler. Je ne suis pas une menace, Eridani. Tu en as conscience. Autrement, tu ne l'aurais jamais emmenée ici. Il en est de même si elle en avait été une. Il y avait des Ladians là où nous étions, et des représentants des autres de votre espèce. Même des Sirnians et Gorians? Oui, siffla Eridani. Ah! C'est bien triste que leur union soit synonyme de destruction. Ils auraient pu ériger ensemble quelque chose de magnifique. Il semblerait que nous soyons condamnés à nous détruire, fit tristement la Cyalia. Livy venait de finir le dernier livre et le déposait au-dessus des deux autres quand la porte des appartements s'ouvrit. Elle retint son sursaut et chassa cette crainte irrépressible que leur geôlier venait la chercher, profitant de son isolement. Ce matin, lors de sa sortie en ville avec Eridani, elle n'avait pu s'empêcher de regarder chaque recoin, s'attendant à voir surgir l'un d'eux. Chez Bellette, elle avait surveillé l'entrée et les fenêtres. Elle avait eu l'impression parfois de surprendre la même attitude chez Eridani. À son soulagement, Lundil entra dans la pièce, suivi par Étilive et Umegan. Le Dietio et le prince lui firent un sourire, tandis que le borgne se contentait de hocher de la tête dans sa direction. « Vous avez terminé les livres » questionna Lundil. « Je viens de finir le dernier » fit-elle en s'asseyant correctement sur le canapé. « Lundil m'a informé que vous notiez les mots que vous ne compreniez pas » fit le Dietio souriant. « Je vous ai apporté un carnet. Je me suis dit qu'il vous serait plus facile de les avoir tous au même endroit qu'éparpillés sur des parchemins. Cela vous permettra aussi de les noter quand vous n'êtes pas ici. » Elle se saisit de l'objet tendu et caressa la couverture de cuir. Le carnet se fermait par un lien et sur le côté une boucle avait été cousue, dans lequel un bâton de graphite avait été glissé. Les deux elfes les laissèrent seuls tandis qu'ils allaient sur le balcon, tirant les portes derrière eux. « J'ai été surpris d'apprendre que vous notiez tout en Mi'kmaq, » continua le Dietio en s'asseyant sur le fauteuil à sa droite. « Pourquoi ne notez-vous pas l'équivalent de vos runes ?»« C'est plus simple pour apprendre, » fit-elle détournant son regard des immortels. « Cela me force à utiliser vos mots. » « Je comprends.
Avez-vous des difficultés à dormir? Je me permets de demander car vous semblez fatigué. Non, je dors bien, mentit-elle. Vous vous méfiez de moi, soupira-t-il. Pourquoi? Est-ce que je vous ai déjà donné une raison de me craindre? Pourquoi voulez-vous m'aider? Célag m'a sauvé la vie. Je ne pourrai très certainement jamais lui rendre la faveur, alors j'espère qu'en vous aidant à aller mieux, cela me permettra de payer en partie ma dette. Ce devrait être lui que vous devriez aider dans ce cas. Il est déjà entouré par des gens qui s'en chargeront bien mieux que moi, fit-il en désignant le balcon. Et cela me permettra aussi de mieux vous connaître. Je ne sais pas de quoi l'avenir est fait, mais si vous restez ici le temps que votre mémoire vous revienne, nous allons souvent être en présence l'un de l'autre. Ces derniers jours, Etilie va préférer laisser Lundil gérer Cell, mais je doute qu'il reste encore très longtemps à le regarder souffrir en silence sans rien faire. Je ne comprends pas pourquoi il agit ainsi, fit-elle, essayant de cacher sa colère. Son compagnon devrait être près de lui. Où avez-vous ouï une telle chose? S'étonna-t-il. Etilie n'est pas le compagnon de Cell. Enfin, n'est plus, je devrais dire. Leur union s'est achevée il y a plusieurs siècles. Je suis surpris que vous ayez déjà entendu parler de cette histoire. Thérèse vous en a parlé? Thérèse? Non! Elle me parle juste de votre culture et vos traditions. Elle n'a rien à voir avec tout ça, fit-elle hargneusement, se sentant obligée de défendre l'elfette. D'accord, fit-il en levant les mains. Cela m'aurait beaucoup étonné et déçu de l'apprendre. Surtout après qu'elle eut tant aidé à calmer les esprits lorsque notre relation avec Etilie a été connue de tous. Livy se servit un verre d'eau pour tenter de cacher son sentiment de stupidité. Les signes avaient été présents durant tout leur voyage, et elle ne les avait pas vus tant elle avait été persuadée que tout ce que lui avait dit Arcy était vrai. Peut-être l'ignorait-elle. Après tout, pourquoi les nains s'embêteraient-ils avec des sujets aussi frivoles? Parce que Célaëg était un prince. Et même s'il n'était pas l'héritier direct de la couronne, ses faits et gestes avaient de l'importance, d'autant plus depuis les 2 derniers siècles. Tous ceux lui étant proches pouvaient être utilisés pour le déstabiliser et avec lui le royaume. Les nains avaient déjà utilisé de telles méthodes par le passé. Ils avaient influencé des elfes pour qu'ils combattent à leur côté contre leurs frères. Comment pouvait-elle le savoir? Pourquoi Célaëg inquiétait-il tant les nains? Les bracelets émirent de la chaleur. Les nains, fit-elle après un temps d'hésitation, se décidant pour une demi-vérité. Il y en avait avec nous là-bas, enfin avant que les vôtres n'arrivent. Ce sont eux qui m'en ont parlé. Que sont-ils devenus? Arcy était la seule survivante, soufflait-il doucement face à son silence en lui prenant la main. Celle vous a dit de ne pas parler d'elle, n'est-ce pas? À cause de votre stupide guerre, admit-elle. Il a raison, mais je suis heureux que vous m'ayez fait assez confiance pour le faire. Il lui relâcha la main et regarda en direction des 2 immortels les observant. Célaëg entra à ce moment dans la pièce et les observa rapidement tous les 4. Il avait un hématome visible sur le côté droit du visage. Il alla déposer son épée dans sa chambre avant de s'adosser contre la coudoir à ses côtés. Depuis son arrivée, Livy ne l'avait presque pas vu. Il rentrait souvent tard le soir et, après avoir mangé les restes de repas mis de côté par son frère, s'isolait sur le balcon ou dans sa chambre. Ce n'était pas la première fois qu'elle le voyait revenir avec le visage tuméfié. La veille, elle avait entendu les 2 frères s'engueuler dans leur langue, le léchir. Surtout Lundil. Célaëg s'était contentée de grognements ou de répliques qu'elle devinait acerbes. Elle pressentait que la présence du Diétio et du borgne ce jour n'y était pas étrangère. Avant qu'elle ne puisse se lever pour les laisser seuls, Célaëg posa une main sur son épaule. « Comment va Eridani ?» D'après Muyen, elle a des ecchymoses sur tout le corps, fit Etilie, ne récoltant qu'un grognement pour réponse. Bordel de merde, Cell. Faut que vous arrêtiez tous les 2. S'énerva Lundil. Vous allez finir par vous tuer. Foutez-nous la paix, grogna le Cirlio. On connaît nos limites. Vous connaissiez vos limites, corrigea le borgne.
Après ce qui vous est arrivé, tu ne sais rien, siffla-t-il menaçant. ne t'imagine pas savoir ou comprendre. Je n'ai pas besoin de ton aide, encore moins de traîtrise. Traîtrise, fit le borgne estomaqué. On se connaît depuis que nous sommes éléphants. Vous avez été nourris du lait de ma mère. Comment peux-tu utiliser un tel mot? Après tous ces millénaires, toutes les épreuves qu'on a affrontées ensemble, après tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai sacrifié pour toi, pour moi ou pour ces Brindel? Tu n'es pas sérieux? Foutre sel! Tu t'entends parler? Cela ne répond pas à ma question, fit-il en ne lâchant pas le borgne du regard. Livy put sentir la tension émaner du corps à ses côtés, cette dernière se répercutant sur elle-même. Elle analysa rapidement la situation, la distance des trois mâles vis-à-vis d'eux. Megan était à sa droite, assis dans le fauteuil devant Selaeg, et Tiliv, debout, faisait face au Diethiou de l'autre côté de la table, et Lundil était un peu écarté sur la gauche, à l'opposé du canapé. Elle ne les avait jamais vus combattre, mais elle connaissait les capacités de son compagnon. Jusqu'à présent, elle n'avait connu qu'un être capable de lui offrir un défi. Ils n'étaient pas à leur avantage, trop près l'un de l'autre. Ils se gêneraient, laissant une ouverture franche à Lundil et Tiliv. Son compagnon se redressa et passa derrière le canapé, lui laissant le Diethiou et faisant face à ses semblables. Il la connaissait. Il les connaissait. Elle regarda la cruche d'eau posée sur la table, trop loin. Le verre. Elle se rappela ce que le Diethiou lui avait appris. Le borgne était son compagnon. Qu'allait-il faire? Elle ou Selaeg? Tu nous penses sincèrement capable de... soupira Lindil, ne manquant rien du changement de position. Ce n'est pas la première fois qu'on est mis dans une telle position. Tu sais pertinemment qu'aucun de nous n'irait rapporter quoi que ce soit pour en tenir à ces Brindel. Mais ce n'est pas ce qui t'inquiète, n'est-ce pas? Tu es inquiet sur ce qu'on pourrait dire sur elle, fit-il en la désignant et ne recevant qu'un grognement en retour. Arrête de faire ton snégil, s'agaça Étilive. Livy étouffa un rire, mais ne put empêcher le sourire d'apparaître sur son visage. Il était vrai que le Sirlieu avait tendance à imiter les sons des bêtes. Toute cette situation était stupide. Il n'y avait aucune raison de se battre, et elle n'avait aucune envie de se retrouver enfermée. Elle pressentait que Lundil avait raison. Dans un soupir, elle se leva lentement du canapé. « Sortons », fit-elle en posant une main sur le bras de l'elfe. Ils avaient marché en silence jusqu'à un promontoire situé en dehors de la ville. Le Sirlios s'était assis au pied d'un arbre dont les racines couraient le long de la falaise et les branches s'affaissaient pour toucher le sol, les cachant des yeux de la cité visible en face. Le clapotis de l'eau quelques mètres en dessous d'eux et le bruissement des feuilles au-dessus de leur tête berçaient au loin leur tension. Elle regarda fascinée le vol des lucioles devant elle, attirée par cette étrange lumière capable de percer les ténèbres. « Je suis stupide, » fit le Sirlios. « Oui, » confirma Livy en se détournant du balai lumineux. « Merci pour le soutien moral, » ironisa-t-il. « Il n'y a pas de quoi, » fit-elle en venant s'asseoir à ses côtés. Elle pouvait sentir contre sa cuisse la dague que l'elfe gardait toujours avec lui. Elle se demanda s'il dormait avec. Peut-être pourrait-il lui en fournir une, juste au cas où. Ça fait du bien de sortir. Je suis désolée. Je n'ai pas été très présent ces derniers jours. Nous n'aurions jamais dû te laisser seule aussi souvent. Je sais que c'est pas simple pour vous deux. Promets-moi juste de ne plus m'enfermer. Je suis étonnée que tu l'aies accepté aussi longtemps. Je ne voulais pas attirer d'ennui à Terrell. Je ne suis pas stupide, fit-elle face au regard surpris de l'elfe. J'ai bien compris qu'elle venait surtout pour s'assurer que j'étais encore là, tout comme Lundil venant chercher des choses dans sa chambre dans l'après-midi. Une fois, je veux bien. Tous les jours? Pas très subtil comme méthode. Ils restèrent en silence à regarder le vent jouer avec les feuilles de l'arbre, les bruissements des végétaux les entourant de leur musique. Ils ont été chargés de nous surveiller par ton père. C'est ce qui t'inquiète? Elle prit la main du Sirlios dans la sienne, en sentant la tension revenir chez l'elfe. Ma relation avec Sebrindel est compliquée. Je sais qu'il aurait préféré que je ne naisse jamais. Il n'a jamais pu me regarder sans voir à ma place le souvenir de notre mère.
Elle est morte en me donnant naissance, précisa-t-il. c'est un idiot. Grogna-t-elle. C'est elle qui est représentée sur le tableau. Elle était très belle. Vous avez ses yeux. Tous ceux qui l'ont connue nous le disent. Eridani était très proche d'elle. C'est elle qui l'avait présentée au roi. Après son décès, elle s'est promis de prendre soin de nous. Elle n'a... Avec Mugen, ils n'ont jamais pu avoir d'enfants. Aucun guérisseur n'a pu les aider. S'ils avaient pu, cela aurait été l'elfant le plus aimé au monde, fit-il avec un faible sourire. Elle a été la première à se rendre compte de ce qu'était réellement la situation. Qu'il n'y avait pas que cette stupide histoire de nom. Elle a tenté de temporiser ses actions. Elle ne l'a jamais avoué, mais ses actes ont failli mettre un terme à sa relation avec Mugen. 7 millénaires partant en fumée. Qu'est-il arrivé? Mugen refusait d'admettre qu'il avait changé. Ils se sont connus quand ils étaient jeunes. Il était aveugle, ne voyant que son comportement avec Lundil et Belegil, refusant d'admettre qu'il puisse agir différemment avec moi. Je ne le blâme pas. Il a toujours été un elfe bon et un excellent roi. Comment aurait-il pu imaginer qu'il en soit autrement? D'autant plus qu'en public, il me montrait de l'affection. J'ai mis des siècles avant de comprendre que son attitude était anormale, et plus encore à comprendre que ce n'était pas de ma faute. Sans Etty et les autres. Il poussa un soupir et ferma un instant les yeux pour chasser au loin de sombres pensées. Il les rouvrit avec un sourire triste au coin des lèvres. Etty a toujours été celui qui recollait les morceaux. Quand on était gosse, les adultes ne prenaient jamais ses inquiétudes au sérieux. Ils pensaient tous qu'il exagérait. Il a alors appris à gérer seul. Il a été la main m'aidant à me relever, l'épaule sur laquelle pleurer. C'est Brindle le savait et il l'a utilisé pour me contrôler. Sans lui, je ne serais plus là aujourd'hui. Livy perçut la culpabilité naître au souvenir de la manière dont il lui avait parlé. Il était merveilleux avec mes frères. Il les a aimés de tout son être. Surtout mon frère aîné. Avec lui, il pouvait revivre les moments de joie partagés avec notre mère. Ils se comprenaient. Ils partageaient une douleur que nous ne pouvions pas comprendre. Nous, il n'y a jamais rien eu à quoi s'accrocher. La mort de Belegil l'a presque rendu fou. Il n'a toujours pas fait son deuil. Il est persuadé que je l'ai laissé mourir délibérément. Certains pensent même que je l'ai tué. Il n'osait plus la regarder depuis qu'il avait mentionné sa mère. Elle se tourna pour se positionner face à lui, posant son coude sur le genou plié de l'elfe. Elle attendit un moment avant de lui saisir le visage et de lui relever la tête. Elle commença à comprendre les raisons qui le poussaient à lui raconter cette histoire. Il avait besoin qu'elle comprenne l'étendue des actions que le roi pouvait entreprendre. Il n'était pas nécessaire de donner les détails. Elle pouvait deviner les non-dits. Il plongea son regard de lune dans le sien. « Est-ce vrai ?» demanda-t-elle doucement. Tous savaient la haine qui nous opposait. J'avais failli le tuer sur la place publique quelques décennies plus tôt. Lundil m'avait arrêté. Belegil était une charogne. Ce jour-là, j'aurais pu le sauver. Derrière son arrogance, c'était le plus faible de notre groupe. Quand les Ladians ont attaqué, j'aurais dû me tourner vers lui, l'aider à se défendre. Mais Lundil a été touché par une flèche. J'ai fait un choix. Mon seul regret est que ça m'aura déclenché cette foutue guerre. J'ai été heureux en voyant sa vie s'éteindre. Je n'ai pas pris sa vie et je le déplore, avoua-t-il honteusement. Il était l'un des rares êtres pour lesquels j'aurais porté mon nom avec fierté. C'est Laeg, la source de sang. Livy caressa du pouce le duvet de cheveux au-dessus de son oreille. Et Muyen? Muyen? Il lui a fallu 277 ans, 5 mois et 13 jours pour finalement entendre ce qu'Eridani disait. Il n'a eu de cesse de tenter de réparer les dégâts depuis et de temporiser chaque action de ses Brindle et Belegil. Sans succès. C'est précis comme nombre.
Quand j'ai été en âge de voyager, ils nous ont envoyés avec Lundil et Ithilif chez les Ladians pour être formés à la guerre selon leur tradition. Ils vivent pour le combat. Dès que leurs éléphants se tiennent debout, ils leur mettent une épée dans la main. Nous y avons été renvoyés plusieurs fois dans les siècles suivants, fit-il alors que son regard s'illuminait à ses souvenirs sans qu'il n'en ait conscience. Dans le sud, les créatures de l'ombre avaient proliféré depuis le départ des Taurians et des villages étaient régulièrement attaqués. Il a ordonné à Meret de m'intégrer dans son unité pour patrouiller les terres. Les autres soldats étaient contre, arguant que je n'avais pas ma place, qu'il fallait attendre que je sois adulte pour m'envoyer sur le terrain. Il leur a assuré que nous allions dans un coin préservé, que c'était juste pour me montrer le fonctionnement d'une unité et me permettre de mieux connaître le royaume. L'odeur est la première à m'avoir frappée. La puanteur des cadavres. Elle tenta de chasser le visage boursouflé s'imposant à son esprit et de ravaler le goût aigre dans sa bouche. Oui, celle-là même, fit-il en lui prenant sa main libre, sachant à quoi elle pensait. Le village avait été attaqué 3 jours plus tôt. Une soldate a voulu me garder à l'extérieur du village, mais Rhett a refusé face au risque de nous voir isolés du reste de la troupe. Le premier corps que j'ai vu était celui d'une Dietia. Les charognards avaient commencé leur travail. Nous avons tenté de regrouper les cadavres pour les brûler. Certains, quand on les touchait, quand on voulait les soulever, les chairs restaient dans nos mains. Les corps, La pression qu'il exerçait sur sa main devint douloureuse. Elle le laissa faire. On a fini par brûler le village en entier. Ils ont hésité à poursuivre les responsables à cause de ma présence, mais j'ai refusé qu'on laisse ceux qui avaient fait ça en liberté. Pendant 1 semaine, nous les avons traqués alors que les seules paroles échangées étaient des ordres. Nous finîmes par débusquer les créatures. Des diétiers, des elfes, cracha-t-il. Nous n'avons pas pris la peine de dresser un bûcher. Etty et Hélène s'en sont toujours voulus de ne pas avoir été présents, mais j'ai été heureux de leur absence. Ils ont été préservés. Il relâcha sa main. La guerrière en a parlé à Mugen et Iridani. Cela l'a forcé à ouvrir les yeux. Il était présent quand le roi a reçu un rapport sur la situation dans cette partie du royaume. Il m'a délibérément envoyé là-bas. Quel était le nom de la guerrière fit-elle doucement. Terrell. Elle sourit en entendant le nom. Cela fait 2561 ans que c'est arrivé. Et il hante encore mes nuits. Elle essuya les larmes sur le visage de l'elfe.